Bienvenue dans cet après-midi qui va nous conduire à nous intéresser aux dommages corporels face à une indemnisation maintenant dérogatoire du droit commun de la réparation. Mais bien sûr, on avait compris ce matin qu'en creux de certaines problématiques de frontières et d'articulation entre le régime spécial et le régime général, il y a cet enjeu d'une indemnisation qui n'est pas la même, l'une étant forfaitaire avec des petits plus, disons, et l'autre étant réparation, l'autre étant intégrale. Donc on va se confronter davantage à cette question et rentrer dans une autre forme de technique avec deux sujets qu'on abordera successivement. Le premier, notre idée, c'était de repartir de ce que veut dire la réparation forfaitaire en AT-MP, toujours dans cette idée d'essayer de bien comprendre les logiques de ce système dérogatoire. Donc, qu'est-ce qu'on appelle réparation forfaitaire en accident du travail et maladie professionnelle, et comment on cherche à y échapper, ou en tout cas à parfaire cette réparation forfaitaire en allant vers chercher la réparation intégrale. Donc, premier discutant de cette réparation forfaitaire qui cherche à tendre vers une réparation intégrale, le docteur Cécile Manawil, qui nous vient d'Amiens, Marion Frétet, secrétaire générale de la FNAC, et Patrice Jourdain, professeur émérite de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et puis ensuite, on fera une petite pause avant d'aborder la question des arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, qui ont déjà été évoqués, mais pour en envisager la réception en AT-MP, en droit commun, et puis se questionner sur leur avenir. Sans plus tarder, je passe la parole à Morane, qui intervient également dans cette réparation forfaitaire. Merci. Vous ne m'aviez pas assez entendu, alors je me suis dit que j'allais revenir, simplement pour reposer les bases de ce que veut dire forfaitaire, avant de laisser aux praticiens le soin de développer la question. Donc simplement quelques principes et données chiffrées. Alors les spécialistes de droit de la sécurité sociale qui sont dans la salle, vous connaissez ça par cœur, les autres peut-être moins. Et puis, je dois vous dire que c'est un effort considérable pour moi que de faire un PowerPoint en colloque, surtout depuis que j'ai vu les autres ce matin. Donc, ne m'en tenez pas rigueur. Hein. Voilà, j'ai fait de mon mieux, vraiment. Vraiment, j'ai fait de mon mieux. Et donc, le forfaitaire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire forfaitaire pour nous en droit des risques professionnels? Alors, ce que j'ai mis sur cette slide, c'est que forfaitaire, c'est un principe, une technique et avec une triple finalité. Le principe, on l'a dit ce matin, c'est indemniser une fraction du salaire. Mais cette fraction compenser finalement la perte de gain historiquement au regard de la perte de l'ouvrier, parce qu'on est quand même sur l'ouvrier, au regard de l'ouvrier pris en considération comme un corps laborieux. Chaque fonction du corps permet un gain, et c'est ainsi qu'on va envisager l'individu finalement comme une machine à travailler. Ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui distingue considérablement, je pense, l'indemnisation du droit des risques professionnels, son indemnisation de base, de ce qu'on peut retrouver dans le reste du dommage corporel. Par une technique qui est le forfait, mais qui chez nous, le forfait signifie qu'on ne prend pas du tout en considération l'individu dans sa spécificité, dans sa singularité, dans son individualité. L'individu est pris en compte, je le redis, comme une machine à travailler, et tous vont être indemnisés de la même façon. Si on voulait aller dans la caricature, un doigt, un annulaire de la main non dominante, mais on aura d'autres exemples certainement beaucoup plus précis, c'est 6%, et c'est 6% que je sois expert comptable ou que je sois selon mon exemple préféré, pianiste virtuose, salarié d'un orchestre philharmonique. Donc,
Le forfait, cela signifie que c'est le même tarif appliqué à tous avec une seule variable qui est le salaire. Et une triple finalité, je souriais ce matin en entendant Julien Bourdoiseau nous parler de ne pas grever les coûts de l'industrie et de maintenir la compétitivité de l'entreprise dans une économie mondialisée, parce qu'en 1880, c'était déjà le même argument qui était mis en avant. Alors je ne dis pas du tout que c'est ton argument, Julien, qui est ancien, je dis simplement que c'est cette ritournelle qu'on entend en permanence et qui était déjà celle-ci dans les années 1880. Il ne faut pas grever les coûts de l'industrie française pour maintenir sa compétitivité. Alors pas dans une économie mondialisée, sur le marché européen, mais enfin néanmoins. Une finalité transactionnelle, parce que j'ai des idées fixes, et avec cet argument que j'avais trouvé dans les débats des 18 années de discussion de la loi de 98 devant le Parlement, j'avais trouvé cette citation extraordinaire, et je la livre toujours parce que je trouve la logique magnifique. Le salarié est à moitié satisfait, enfin l'ouvrier est à moitié satisfait, le patron est à moitié satisfait, et donc, par un calcul tout à fait intuitif, 2 demi-satisfactions équivalent à une satisfaction entière. Voilà, ça c'est ce qu'on retrouve dans les débats. Et puis une idée qui reste extrêmement ancrée dans notre législation aujourd'hui, dans les rapports des assurés avec les caisses. Il ne faut pas que l'accident du travail soit attractif, parce que sinon, ils vont tous aller mettre les mains dans les machines. On peut passer à la suivante. Merci. Alors, simplement, mais ça, je pense qu'à peu près tout le monde le sait, la technique, donc un même pourcentage, quel que soit l'individu, quelle que soit sa situation personnelle, sans considération subjective. Et puis, cette ligne de césure, cet effet de seuil extraordinaire des 10%, en dessous de 10% le capital, au-dessus ou égal à 10% la rente viagère. Vous mesurez la distorsion considérable entre celui qui est à 9 et celui qui est à 10. On peut passer. Marion vous redonnera ces chiffres tout à l'heure, mais voyez la manne financière que représente l'accident du travail pour la victime blessée, puisque vous avez les montants qui s'affichent du capital au 1er avril 2023. Donc je précise bien, un capital versé une seule fois. Et puis ce matin, on entendait parler des victimes de l'amiante. Eh bien, par exemple, il y a un consensus sur le fait que les plaques pleurales, ce soit 5%. Donc là, vous voyez le montant des 5%, 2141,02 €. C'est le même montant par consensus pour le canal carpien. Voilà. Donc, vous les avez derrière vous. Marion vous expliquera pourquoi la double forfaitisation. Moi, je vous mets juste le barbarisme pour vous faire peur, et puis elle entrera dans la technique. Mais ainsi que vous pouvez le voir, la double forfaitisation est un calcul intuitif, comme tout le reste du droit des risques professionnels. Mais on y reviendra. Et puis, je voulais revenir sur ce que je vous disais ce matin. À l'avocat général Sarru, l'accident vaut titre. Alors, l'accident vaut-il titre ? Voici des chiffres. Je vous précise que ce sont les chiffres qui nous ont été livrés par la Direction des risques professionnels en 2023 pour 2022. Mais je vous précise immédiatement que la même Direction des risques professionnels nous demande de prendre ces chiffres avec précaution parce que les statistiques font apparaître des anomalies qui ne sont pas explicables par des tendances normales. Pour vous donner un exemple très simple, les accidents du travail et les maladies professionnelles ont baissé de la même proportion, 6,4%, entre 2021 et 2022. Ça ne s'explique pas. Ce n'est pas possible. C'est une anomalie statistique que même la Direction des risques professionnels remet en cause. Mais simplement, accidents du travail reconnus en 2022, 744 176. C'est beaucoup, 744 176 accidents du travail. Avec arrêt ou incapacité, 564 189. Et pour autant, pour l'accident du travail, seulement 34 951 nouvelles indemnisations. Et vous le voyez, soit 6,2% des accidents reconnus. Le taux de déperdition entre les accidents reconnus et ceux qui donnent lieu à indemnisation, je parle d'indemnisation de séquelles permanentes, je ne vous parle pas d'indemnité journalière de sécurité sociale,
la déperdition est extraordinaire. Ça veut dire que 94% des accidents du travail ne donnent pas lieu à indemnisation. Et puis, sur ces 34 951, 23 603 donnent lieu au versement d'un capital, c'est-à-dire les montants faramineux qu'on a vus tout à l'heure. Pour les maladies professionnelles, 66 738 reconnaissances, 44 217 avec un arrêt ou incapacité. Là, 23 831 donnent lieu à une nouvelle indemnisation. Cette fois, on grimpe à 53,9% d'indemnisation. Donc on voit bien que l'accident du travail et la maladie professionnelle, on n'est pas du tout sur les mêmes proportions, mais ils n'ont pas du tout non plus le même effet en termes d'indemnisation, puisque là on est à plus de la moitié, mais enfin ça en laisse quand même 46%, où il n'y a rien. Et à nouveau, plus de la moitié, 14 040, qui ne donnent pas lieu, enfin qui donnent lieu seulement au versement d'un capital. Et je voudrais insister là-dessus parce que tout à l'heure, on va avoir la chance d'entendre le professeur Jourdain sur aller vers la réparation intégrale. On va entendre nos intervenants parler de la faute inexcusable et de la réparation intégrale. Mais je voulais vous mettre ces chiffres au tableau parce que en 2022, pour la même année, ce sont 1666 fautes inexcusables sur tout ça là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, 99,5% des accidents du travail et des maladies professionnelles sont réduits à la réparation forfaitaire. Et c'est quelque chose qui, moi, me frappe toujours quand je parle aux spécialistes de droit commun, c'est qu'ils n'ont pas forcément toujours conscience de ce que, oui, la faute inexcusable, oui, les combats, les avancées, les progrès, mais la réalité des accidents du travail et des maladies professionnelles, c'est avant tout la réparation forfaitaire. Alors, est-ce qu'on pourrait juste... Excusez, merci. Je vous ai mis simplement les rentes en 2022. Alors, il y a beaucoup de chiffres. Je les remettrai par écrit lorsque tout ceci sera publié. Mais je vous redis ce que je vous disais dans le tableau, c'est-à-dire que si je totalise les nouvelles indemnisations entre les accidents du travail et les maladies professionnelles, ça m'en fait 64 658 pour 2022. Donc 41 525 sont de moins de 10%. C'est-à-dire qu'en 2022, 64% des victimes qui ont eu une réparation de séquelles permanentes, 64% n'ont perçu qu'un capital dont vous avez vu que le maximum était à 4 000 €. Voilà, comme ça on a quand même une idée des masses et on a quand même une idée des chiffres. Et quand vous regardez le coût des rentes cumulées, les rentes ça coûte cher. Et vous voyez qu'en France aujourd'hui, on a 1 214 464 victimes qui bénéficient à titre individuel d'une rente puisqu'elles sont viagères. Donc voilà. 3 milliards d'euros. Les indemnités en capital servies en 2022, pour nos 64% de nouvelles indemnisations, on est à 89 millions. Donc vous voyez cet effet de seuil des 10, il est considérable. Et je veux bien les dernières slides, parce que vous m'avez déjà beaucoup trop entendu. J'ai repris le rapport des risques professionnels 2023 pour vous montrer les taux d'incapacité des rentes qui sont servies, et pour vous montrer que 64% des indemnisations en 2022, on est en dessous de 10, mais ensuite, si je prends les rentes qui sont versées, vous vous rendez compte que l'immense majorité, donc de celles qui sont versées de manière viagère, donc de celles qui sont servies tous les ans, l'immense majorité sur mes 1 200 000, dont vous voyez que ce n'est pas exactement le même chiffre, parce que dans les rapports de la direction des risques professionnels, malheureusement, on n'a pas toujours les mêmes chiffres, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. 738 000, on est entre 10 et 19. Alors, on pourrait s'en féliciter en se disant, finalement, les accidents du travail en France ne sont pas très graves et ne laissent pas perdurer des séquelles très importantes. Bon, ça crée quand même un hiatus avec les 738 décès de l'année dernière, mais peut-être qu'il n'y a que des décès très graves et puis tout le reste qui est anecdotique. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez un petit peu les chiffres. J'espère que ça vous aura donné un paysage, une toile de fond qui va permettre à nos deux intervenantes de développer leurs propos plus avant. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. En tant que médecin, on doit donner ses conflits d'intérêts. Alors, conflits d'intérêts, pas vraiment. Simplement, vous précisez que je suis médecin légiste au CHU d'Amiens, professeur de médecine légale à l'Université de Picardie,
Je suis rattachée au CEPRISCA, laboratoire de recherche à l'Université de Picardie, et médecin expert à la Cour d'appel d'Amiens et à la Cour de cassation. Je voudrais vraiment remercier vivement les organisatrices de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi d'être ici. Et c'est très impressionnant de parler devant le professeur Verquin, dont j'ai été l'élève. Donc, je commence par une photo, parce que cette photo, elle est magnifique, mais que je me demande toujours comment ils ont fait ensuite pour remonter sur la poutre et repartir, parce que ça, c'est... Voilà. Alors, on parle ici du taux d'IP ou d'IPP, comme on veut, incapacité permanente partielle. Si on a une IP à 100%, ça serait plus partiel. Et puis, le déficit fonctionnel permanent. Et parfois, sur le même accident, sur le même fait générateur, on a une personne qui aura un taux d'IP et qui aura un taux de DFP. Ça n'est pas si anecdotique que ça, même si on vient de nous montrer les chiffres. La faute inexcusable de l'employeur, c'est une toute petite proportion des accidents de travail, effectivement. Mais il y a aussi les accidents de travail et les accidents de trajet avec un tiers responsable qui est autre que l'employeur ou ses préposés. Il y a les agressions aussi sur le lieu du travail. Donc c'est à la fois un accident de travail, mais il y a recours en droit commun contre l'agresseur. Il y a la faute intentionnelle de l'employeur aussi. Et puis c'est plus anecdotique, et ça a été dit aussi ce matin, ça, les accidents avec un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur ou un préposé sur une voie ouverte à la circulation publique. Les arrêts de la Cour de cassation, assemblée plénière, vont vous être longuement exposés. Ce qu'on en retient, pour faire très simple, c'est que la rente ne s'impute pas sur le déficit fonctionnel permanent. Si on va sur le site de l'assurance maladie, on trouve ça. On m'a blessé, vite, je déclare mon accident à l'assurance maladie. Et c'est écrit en petit en dessous, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais c'est écrit « L'assurance maladie récupère 1 milliard d'euros au titre du recours contre tiers ». Un des enjeux, c'est quand même celui-là. Le recours contre tiers des caisses de sécurité sociale. Habituellement, donc, elle faisait le recours sur le déficit fonctionnel, sur les postes de préjudice professionnel futur, l'incidence professionnelle, et puis, quand il en restait, sur le déficit fonctionnel permanent. Si c'est plus possible, c'est quand même un manque à gagner important pour la sécurité sociale. Alors on commence par ce qui est en commun. Ce qui est en commun entre le taux d'IP et le déficit fonctionnel permanent, c'est que c'est un pourcentage qui va de 0 à 100%. À part le barème des militaires où on peut aller au-delà de 100%, sinon, partout ailleurs, c'est un taux, un chiffre, qui va de 0 à 100%. Moi, je fais des expertises, et en expertise, quand on évoque les postes de préjudice, s'il y a un chiffre que retient la victime, c'est bien ce taux-là. Et c'est le reflet des séquelles le jour de la consolidation. Pour moi, c'est vraiment le travail du médecin. Ça suppose un examen clinique. Ça ne se fait pas par télémédecine. Ça suppose une pratique de la médecine, une certaine expérience, et puis de connaître quand même les barèmes. Même s'il n'y a pas forcément un barème qui s'impose, mais de connaître les barèmes. Alors évidemment, dans un premier temps, on va voir le déficit fonctionnel permanent, ensuite on verra le taux d'IP, et ensuite on fera la comparaison. Le déficit fonctionnel permanent, eh bien, c'est issu du rapport d'Intillac. Vous avez la photo de monsieur d'Intillac, qui était magistrat à la Cour de cassation. Et dans le rapport d'Intillac, on a les postes de préjudice patrimoniaux et les postes de préjudice extra-patrimoniaux. Dans les extra-patrimoniaux, on sépare les postes de préjudice temporaires, du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, et les postes permanents fixés à la consolidation. Et c'est important parce que parfois on voit un peu de confusion. Les souffrances endurées, c'est un préjudice extra-patrimonial temporaire. On a un chiffre de souffrance endurée qui est fixé en pratique de 0 à 7, de 0 à 7 sur 7. Et ce chiffre, c'est toutes les souffrances du jour du fait générateur jusqu'à la consolidation. Et après, d'Intillac, il n'a pas prévu de souffrance endurée post-consolidation. On aurait pu, mais ce n'est pas le cas. Et donc, on nous dit, les souffrances endurées, quand il reste des souffrances à la consolidation, ce qu'on appelle les douleurs post-consolidation, quand il persiste des douleurs à la consolidation, il faut les intégrer dans le déficit fonctionnel permanent. Et ce qui fait que depuis d'Intillac, on a rajouté quelques pourcents. C'est variable évidemment d'un expert à l'autre, mais globalement, on rajoute quelques pourcents
pour tenir compte de ces souffrances post-consolidation, quand il y en a, ce qu'on va interroger et ce qu'il faut documenter, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup d'avocats dans la salle, et ce qui pêche souvent, c'est le manque de dossier médical, c'est le manque d'éléments, pas que les éléments du dossier médical d'ailleurs, mais tout. Nous, on passe notre temps à essayer de solliciter les victimes pour qu'elles nous fournissent les documents médicaux. Et donc ça se documente aussi des souffrances post-consolidation, ça se documente par notamment le fait d'avoir des prescriptions dentalgiques, tout simplement. Donc, si vous allez sur le site, deux sites intéressants, l'AREDOC, c'est le côté assureur, et l'ANADOC, le côté victime. Et l'ANADOC a eu le mérite, sur son site, de faire des tableaux comparatifs de chaque poste de préjudice, en fonction de ce qui est prévu, on va dire, dans la doctrine, entre guillemets, de l'AREDOC et de l'ANADOC. Globalement, sur le déficit fonctionnel permanent, depuis la nouvelle mission d'expertise médicale de l'AREDOC 2023, ce n'était pas le cas auparavant, il y avait beaucoup plus de divergences. Maintenant, globalement, on retrouve à peu près la même chose. Et ce qui est important, c'est de retenir que sur le taux d'AIPP, comme ça va être utilisé du côté AREDOC, atteinte à l'intégrité physique et psychique, on va tenir compte de l'incapacité physique et psychique, des souffrances post-consolidation, s'il persiste des souffrances à la consolidation, et des troubles dans les conditions d'existence. Donc ça, c'est la suite du tableau, mais je ne vais pas développer ici. Mais le gros mérite de l'AREDOC et de l'ANADOC, c'est sur le site, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de prendre un abonnement pour aller voir ces documents. Moi, je vous incite fortement à aller des deux côtés. C'est toujours intéressant d'aller des deux côtés. Alors, ce taux, les médecins, ils vont utiliser, en droit commun, il n'y a pas de barème qui s'impose, mais en pratique, on utilise deux barèmes. Ces deux barèmes, c'est important de savoir qu'ils ont été faits en 2000 et en 2001. Donc avant le rapport d'Intillac. Le rapport d'Intillac, c'est 2005. Donc quand ces barèmes ont été faits, on n'avait pas cette notion de il faut intégrer des douleurs post-consolidation et une perte de la qualité de vie. Ils n'ont pas été refaits depuis, donc on continue à les utiliser. Donc on a le barème fait par la Société française de médecine légale et le barème du concours médical, plutôt versant assurance globalement. On en est resté avec ces barèmes-là. On fait comme on peut. Donc on va dire qu'on rajoute un peu pour les douleurs post-consolidation, mais en sachant que quand vous regardez dans les barèmes, douleur, ça n'y est quasiment pas. Il y a une fois où on parle de douleur après chirurgie thoracique, des séquelles qui peuvent rester, mais sinon le mot douleur, il n'apparaît pas vraiment dans ces barèmes. Alors, je sais qu'elle est dans la salle, mais je reprends une proposition qui avait été publiée dans la Gazette du Palais en 2011, où il était dit on peut faire 3 composantes dans le DFP finalement maintenant, un pourcentage pour les séquelles en fonction du barème comme c'était fait, mais aussi fixer des souffrances post-consolidation, pourquoi pas comme les souffrances endurées et préjudices temporaires, de 0 à 7 sur 7, et par ailleurs décrire la qualité de vie, où là c'est moins médical, et ça peut être plus développé notamment par les avocats. À ce jour, on ne m'a jamais sollicité, je n'ai jamais eu pour mission par un magistrat de fixer des souffrances endurées de 0 à 7 après la consolidation. Mais moi, je trouvais que c'était une proposition intéressante et qui date de 2011. Une fois que le taux est fixé, ça va être traduit en indemnisation, en euros. Et donc, on a plusieurs possibilités. Si on reste sur le droit commun, on va utiliser le référentiel Mornay, du nom de Monsieur Mornay, qui a le mérite en plus d'être tous les ans complété par la jurisprudence. Il n'y a pas de différence suivant le sexe. On fait le pourcentage de DFP multiplié par la valeur du point et ça donne une somme en euros. Concrètement, je vais prendre un exemple, 5% de DFP pour une victime qui a 25 ans à la consolidation, l'âge à la consolidation, ça fait 1960 €, parce que la valeur du point c'est 1960 x 5. Donc on va retenir 5% à 25 ans, 9 800 €. Concrètement, vous avez ce tableau dans le référentiel Mornay. Il a 25 ans, donc il est entre 21 et 30. Il a 5%. J'arrive là. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis des points, parce qu'ils n'ont rien à faire, les points, ici. C'est bien 1960 et pas 1,96. Donc, 5 fois 1960. À titre de comparaison, victime du terrorisme et des infractions,
Donc sur les victimes du terrorisme, il y a publication des guides par le FGTI, hein, le Fonds de garantie des victimes du terrorisme. Je reprends mon exemple, il a 25 ans, il a 5%, et ben la valeur du point, elle est moindre. Elle est inférieure par rapport à Mornay, c'est 1780, donc ça fera 1780 x 5. Si je suis en accident médical, c'est l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Alors leur tableau, il est différent, hein, il est complètement différent là. En fait, là, on va prendre 5%, mais l'âge, ben, il a 25, on est entre 20 et 30 ans. Et là, ce n'est pas à multiplier, hein, c'est une valeur qui nous est donnée directement. Donc on est entre 5 800 et 6 000 euros. L'ONIAM est moins généreux. Hein. Passons au taux d'IP. Donc le taux d'IP, on est dans la branche AT-MP. Ça commence par une déclaration d'accident de travail. Vous avez le formulaire qui va être rempli par l'employeur. Et ensuite, un certificat médical initial. Certificats qui ont changé, hein, vous avez dû voir, en 2022. Mais tous les médecins n'ont pas encore été forcément très bien formés au remplissage des nouveaux certificats, et notamment le fait qu'il n'y a plus la prolongation et que maintenant il y a nouvelles lésions. Hein, ce n'est pas toujours complété comme il faut. Et avant, on avait guérison, on avait consolidation sans séquelles indemnisable et consolidation avec séquelles. Maintenant, soit c'est guéri, donc IP0, quoi, concrètement. Alors, quand même, heureusement que mes collègues médecins soignent tous les accidentés et que moi, je me réjouis quand même qu'il y ait beaucoup d'accidents du travail qui guérissent, parce que les médecins, ils sont un peu performants quand même. À 94. Et donc maintenant, c'est consolidation avec séquelles, donc on ne doit plus voir consolidation avec IP0, en fait, comme on avait souvent consolidation sans séquelles indemnisables avant. L'article L434-2 du Code de la sécurité sociale nous dit que le taux d'IP, il est déterminé par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Alors, il y a un joyeux mélange entre les termes d'incapacité et d'invalidité, parce que c'est un taux d'incapacité qui est fixé suivant un barème d'invalidité. Cherchez l'erreur. Et puis, quand on regarde le barème AT-MP, on s'aperçoit que concrètement, le médecin conseil, puisque c'est le médecin conseil de l'assurance maladie qui va fixer ce taux, il ne tient pas compte de tout ça. Il faut être très clair. Il y a un texte législatif, hein, qui le prévoit, mais en pratique, on a un barème, on suit le barème, et un doigt ça vaut tant, et on met tant. Et on ne s'intéresse pas de savoir quel âge il a, quel est son état général, quelle est sa qualification professionnelle. Donc ça, c'est un souci, c'est qu'on a une définition de ce qu'on doit intégrer, et en pratique, quand on regarde les barèmes, qui ont quand même une valeur réglementaire pour le coup, en AT, on s'aperçoit qu'on ne prend pas compte de tout cela. Les barèmes, alors il y en a un pour les AT, un pour les MP, ce qui est déjà une anomalie, il devrait y en avoir qu'un seul, parce que du coup, pour l'épaule, comme ce n'est pas dans la MP, on va dans l'AT. Bon, concrètement, les médecins conseils se servent des deux, hein, mais il devrait y en avoir qu'un seul. L'épaule, c'est vraiment le cas où il y a beaucoup d'accidents de travail sur les épaules, enfin, tout le membre sup, et puis beaucoup de maladies professionnelles, tableau 57. Donc ces barèmes, ils sont à la fin du Code de la sécurité sociale. Globalement, ils sont plus favorables que les barèmes de droit commun. Mais ces barèmes, ils sont anciens, hein, c'est comme ceux de droit commun. Ils ont été actualisés dans les années 90. Les techniques médicales, elles évoluent quand même. Il y a des traumatismes, des pathologies qu'on ne trouve pas, ni dans l'un ni dans l'autre, hein, ni dans celui d'AT, ni dans celui d'MP. Alors, il y a de temps en temps, on nous donne des fourchettes de 20 à 60%, sans aucune autre indication. Donc évidemment que c'est source de litige. Quand on vous dit le taux, il est entre 20 et 60%. Alors pourquoi 20, pourquoi 60 ? Et vous ne savez pas entre les deux. Alors soit on coupe la poire en deux, mais sinon c'est source de litige, ces grandes fourchettes. Hein. Il y a des lésions qui sont sans doute sous-évaluées, peut-être d'autres surévaluées. Et puis tous ces taux, tout ce barème, ça a été dit, ça a été fait en référence à la réduction de la capacité de travail d'un ouvrier de l'industrie. Et le tertiaire a pris beaucoup d'ampleur par rapport à l'industrie. Et puis, comme quand même dans la loi, on nous dit qu'il faut tenir compte de la profession, on rajoute un coefficient professionnel. La pratique est de rajouter un coefficient professionnel. Avec d'ailleurs des discussions entre est-ce que c'est le service médical de la caisse qu'il fixe ou est-ce que c'est le service administratif. Donc logiquement, le service administratif.
Ce coefficient professionnel, il est très variable. Alors pourquoi il est très élevé en Bretagne? J'en sais rien, mais en Bretagne, la moyenne, c'est 19%. Hein. Moi, je suis dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, c'est 2,8%. Énorme disparité du coefficient professionnel dans toute la France. Hein. Voilà. Oula, alors il faut que j'accélère. Voilà. Donc, d'où un comité d'actualisation du barème qui avait été prévu par un décret de 2016. J'ai fait partie des personnes qualifiées de ce comité d'actualisation. On a beaucoup travaillé jusqu'au Covid. Et puis, la pandémie de Covid est arrivée. Ça a arrêté les travaux parce que la direction de la sécurité sociale avait évidemment d'autres choses à faire. Mais ça n'a pas repris depuis. Il est un fait que faire un nouveau barème, on s'est rendu compte aussi qu'a priori, ça allait augmenter les coûts, ça allait augmenter les taux et donc augmenter le nombre de rentes, augmenter le coût, et que c'est un frein important pour sortir un nouveau barème. Donc il y a des choses qui ont été faites, mais pour l'instant, ça s'est arrêté depuis 2020. Donc un des objectifs étant de diminuer le contentieux. Ça, je passe. Ça, je vais passer aussi. Donc on va arriver à la comparaison des deux. Donc si on regarde le barème AT, par exemple, pour une cécité absolue, c'est 100%. Pour le concours médical, c'est 85%. Pour la société française, c'est 85%. Je passe sur la fonction publique et les militaires. La perte d'un œil, vous voyez des taux, ça va de 40% à 25%. Globalement, le barème AT est quand même plus favorable. J'avais mis la perte des dents aussi à des taux. Et puis des intitulés qui sont variables. On prend le syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens, qui en médecine, on n'utilise plus ce terme-là. Après, des fois, on voit ces névroses post-traumatiques. Enfin, tout ce qui est séquelles neuropsy, ça fait partie des fourchettes très larges où les médecins sont les moins à l'aise pour fixer des taux. Ça, c'est clair. Alors, on en vient à la comparaison entre les deux. Donc, le DFP, c'est du droit commun. On fixe des DFP pour des enfants, pour des personnes âgées, pour des retraités. Ça va de 0 à 99 ans. On est sur la sphère personnelle. L'IP, on est dans le cadre des ATMP, donc des gens qui travaillent. Le DFP, il est fixé par un médecin expert ou un médecin missionné par l'assurance. L'IP est fixé par le médecin conseil de l'assurance maladie. Le DFP, il n'y a pas de barème, alors, sauf accidents médicaux, où concrètement le barème du concours médical a été repris dans le décret du 4 avril 2003, mais bon. IP, on a vu, c'est un barème au code de la sécurité sociale. Le DFP, il va être versé par le responsable, son assureur, surtout sous forme de capital. Après, il y aura le problème des barèmes de capitalisation. En tout cas, il n'y a aucun lien avec le salaire. Il n'y a pas de rente de reversion pour les ayants droit. C'est soumis à l'impôt. Sauf exception, il faut avoir un taux de 100% qui oblige à avoir recours à une tierce personne. L'IP, c'est versé par la Sécu, c'est un capital ou une rente. Il y a une rente de reversion aux ayants droit. Ça n'est pas soumis à l'impôt et c'est exonéré de la CSG et de la CRDS. Le DFP, si on veut le modifier, il faudrait demander une autre expertise ou une demande d'aggravation. Et le contentieux, ça dépend si c'est une agression, si on est au civil, donc le tribunal judiciaire, le tribunal correctionnel, la cour d'appel. Si on est en administratif, évidemment, les juridictions administratives. L'IP, il y a des réévaluations possibles. On peut faire des révisions, révision à l'initiative de l'assuré, à l'initiative du médecin conseil. On peut faire des demandes de rechute où il y aura un nouveau taux d'IP à la consolidation. Le contentieux, c'est les CMRA. Ça occupe beaucoup les CMRA, le contentieux du taux d'IP. Commission médicale de recours amiable avec 2 médecins, un médecin conseil et un médecin expert. Moi, je fais partie de la CMRA des Hauts-de-France, qui est à Amiens. Le contentieux, bien sûr. Après, c'est pôle social, cour d'appel et la 2e chambre civile de la Cour de cassation. Pas la chambre sociale, la 2e chambre civile de la Cour de cassation. Les avocats ne sont pas obligatoires dans ce contentieux, ni devant le pôle social, ni en appel. Et donc, je voulais terminer, c'est la dernière, par une situation complexe pour les étudiants en droit. C'est que, désormais, on peut prendre le cas d'une agression par un tiers, mais l'employeur aurait dû plus assurer la sécurité de son salarié, donc on peut trouver une faute inexcusable de l'employeur. On va avoir un taux d'IP en accident de travail. Il y a une agression sur le lieu de travail, on peut faire une procédure au tribunal correctionnel et être indemnisé sur intérêt civil au tribunal correctionnel. On aura un taux de DFP en droit commun.
Et si on fait une demande de faute inexcusable de l'employeur, on pourra avoir désormais, si pas encore la totalité, mais on peut nous solliciter, nous experts, pour fixer le taux de DFP au niveau du pôle social. Donc un taux de DFP en faute inexcusable de l'employeur. Est-ce que ça va être le même que les deux autres? Pas forcément. Parce qu'en faute inexcusable de l'employeur, moi, expert, je suis tenu par la date de consolidation et je suis tenu par les lésions qui ont été retenues comme imputables par la caisse. Alors qu'en droit commun, c'est moi qui décide de tout. Je décide de la date de consolidation, je décide de ce qui est imputable. Là, en faute inexcusable de l'employeur, on m'impose une date de consolidation et on m'impose des lésions retenues comme imputables. Donc, parce qu'il y a la présomption d'imputabilité, c'est comme ça, la présomption d'imputabilité en matière d'ATMP. Et du coup, je pourrais avoir encore un troisième taux. Et si j'en rajoute une ligne, il fait une infection nosocomiale et on rajoutera un DFP qui sera important pour l'indemnisation de l'infection nosocomiale. Et pour conclure, alors c'est pas parce que l'avocat qui le fait est là, parce que j'avais déjà mis, mais moi j'apprécie beaucoup les podcasts et en particulier un de droit, la sociale Le Mag et les podcasts de Dalloz. Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci tout d'abord à Anne et Morane pour leur invitation à ce très cher colloque. En tant qu'association de victimes, je me réjouis de pouvoir partager avec vous. Alors là, vraiment, le côté très pratique. Alors je m'excuse d'avance pour ceux qui pratiquent déjà la matière, je risque d'être un petit peu embêtante. Mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de vraiment dégrossir l'indemnisation des victimes en accident du travail et maladies professionnelles. Donc, on l'a bien dit, on vous l'a rappelé depuis ce matin, vraiment le terme important en accident du travail, maladie professionnelle, c'est le taux d'incapacité permanente partielle. Ce taux-là, il arrive au moment où on parle de consolidation. Donc consolidation qui est arrêtée uniquement par le médecin conseil de la sécurité sociale lors d'une expertise à laquelle aucun médecin autre que celui de la sécurité sociale n'assiste, donc il est seul avec la victime, et où aucun conseil, donc avocat ou même association de victimes, ne peuvent assister. Donc il y a vraiment une importance pour vous, en tant que conseil, en tant que pratiquant du droit, de vraiment vérifier ce taux d'incapacité permanente partielle en fonction du barème ATMP et maladie professionnelle, pour justement s'assurer que l'indemnisation, qui est déjà forfaitaire pour les victimes et déjà bien en dessous de ce qu'on peut voir en droit commun, puisse déjà l'être, j'ai envie de dire, dans de plus justes proportions. Alors mon propos, il va se diviser vraiment en deux parties. La première concernant ce que j'appelle l'indemnisation du taux médical et une seconde partie, l'indemnisation du coefficient professionnel. Il y a des magistrats, et on en a un dans la salle aujourd'hui, qui n'apprécient pas beaucoup le terme de taux médical. Ils parlent vraiment de taux d'incapacité permanente partielle. Je vais le décomposer exprès pour que vous puissiez vraiment comprendre mes propos. Mais vraiment, en tout cas, voilà, le taux médical, c'est celui qui est arrêté par le barème, et le coefficient professionnel, c'est celui qu'on viendra rajouter après l'expertise du médecin conseil qui, lui, aura fixé, pour le coup, un taux d'incapacité permanente partielle. Donc je commence mon propos par l'indemnisation du taux médical. Je renvoie aux articles principes généraux, l'indemnisation de l'incapacité, et puis le montant du capital dont on a déjà parlé, qui est fixé par décret. Alors, sur l'indemnisation en capital, quelques petites observations. Donc, on est sur une indemnisation en capital pour les victimes qui ont un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 10%. Le montant du capital, donc, il est versé par décret, je vais vous présenter le tableau juste à la suite, donc, qui est retenu par le médecin conseil lors de la consolidation. Il y a une absence de prise en compte du salaire, du salaire pour les victimes, ça c'est important aussi que vous l'intégriez, parce que vraiment, on le verra que pour l'indemnisation en rente viagère, là on va s'intéresser au salaire, ce qui n'est absolument pas le cas pour ce qu'on appelle les victimes, pour les petits taux qui sont retenus. On a également sur l'indemnisation en capital une absence de prise en compte de l'espérance de vie entre les hommes et les femmes. C'est vrai qu'on peut voir sur les différentes gazettes du Palais vraiment des différentes indemnisations entre les hommes et les femmes. Eh bien, en accident du travail, maladie professionnelle, ça n'existe absolument pas. Tout le monde meurt au même âge. Vous le verrez d'ailleurs, du coup ça sort d'une décision de la Cour de justice. Et puis enfin, on l'a déjà répété, l'indemnisation elle est exonérée de CSG, CRDS et également elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. Donc voici les montants de l'indemnité en capital versée. Donc je vous l'ai dit, pour n'importe quelle victime qui présente n'importe quelle pathologie qui pourrait avoir un taux d'IPP compris entre 1 et 9%, qu'elle soit homme ou femme, qu'elle ait un état antérieur ou pas,
qu'elle ait un métier physique ou un métier intellectuel. Dès lors qu'elle a un taux d'incapacité permanente partielle qui est fixé à 9%, elle aura 4 507,36 €. Et si elle a un taux d'IPP de 1%, elle aura 450,81 €. J'insiste, c'est la seule indemnisation qu'elle aura au titre de son accident du travail ou la maladie professionnelle, sauf si on va chercher bien évidemment les indemnisations complémentaires, et ça on y reviendra. Mais vraiment, en tout cas, sur ce qu'on appelle les petits taux, peu importe l'activité professionnelle de la victime, peu importe son sexe, on aura évidemment la même indemnisation pour tout le monde, pour les taux d'IPP compris entre 1 et 9%. Donc les critiques, bien évidemment, le barème AT-MP, il a été élaboré, on en a bien entendu parler depuis ce matin, suite à la loi du 9 avril 1898. Il est, on l'a entendu, plus favorable, c'est sûr, que les autres barèmes de droit commun. Mais pourquoi? Parce que justement, on prend en compte la perte de capacité de travail, la perte de capacité de gain d'un ouvrier. C'est aussi pour ça qu'ils sont plus favorables, entre guillemets. Et c'est parce que aussi c'est la seule indemnisation en AT-MP et qui est déjà bien forfaitaire. Donc Dieu merci, encore heureux, on a des barèmes qui sont un peu plus, j'ai envie de dire, supérieurs aux barèmes de droit commun. On ne peut que se réjouir. Et puis aujourd'hui, et ça fera l'objet évidemment de propos, j'imagine, par le professeur Jourdain, on a un système qui est devenu forfaitaire mais qui est archaïque, hein, compte tenu de la multiplicité des activités professionnelles des victimes salariées qu'on a aujourd'hui. Je vous ai mis l'exemple typique, hein, l'amputation d'un bras, mais évidemment fin à la carrière d'un agent de maintenance, puisqu'il a besoin évidemment de ses deux bras pour pouvoir réparer les machines, mais absolument pas à celle d'un professeur d'université qui va pouvoir dispenser ses cours de la même façon, avec des douleurs bien entendu, et ça malheureusement elles ne seront pas indemnisées, mais en tout cas il pourra toujours dispenser ses cours. Et sur le deuxième exemple, évidemment que la perte d'audition d'un analyste en gare acoustique va mettre fin à sa carrière et pas forcément à celle d'une hôtesse de caisse qu'on pourrait trouver dans le commerce. J'arrive sur mon second propos, sur l'indemnisation par la rente viagère. Donc là, on est vraiment sur les victimes qu'on appelle les gros taux, mais j'aime pas tellement ce terme parce qu'en fait, quand on s'aperçoit du calcul, on se rend compte qu'elles sont doublement lésées, en fait, ces victimes, puisque le seuil des 10% du taux d'incapacité permanente partielle, je vous en parlerai à petit près, mais en termes de calcul, en fait, ce n'est pas ce taux qui est retenu. Donc la rente viagère, elle est trimestrielle lorsque le taux d'incapacité permanente partielle, je vais parler d'IPP, hein, je sais qu'on n'aime pas trop, mais bon, en tout cas, voilà, je vais faire plus court pour mon propos. Donc trimestrielle pour les taux fixés entre 10 et 50%, et elle est mensuelle pour les taux fixés entre 50 à 100%. Donc sur l'indemnisation par rente viagère, on a une prise en compte du salaire, enfin, de la victime. Il est calculé sur les 12 derniers mois de salaire précédant le premier arrêt de travail consécutif à l'accident. On a également un forfait dans le forfait, puisque le salaire annuel de minimum, vous le verrez que c'est 20 000 à peu près. Hein. Le plafond, c'est 160 000. Ça veut dire quoi? Que pour les victimes qui présentent un salaire inférieur à 40 000 et quelques euros, on a une prise en compte intégrale de son salaire dans le calcul. Par contre, dès lors que vous gagnez un peu plus, vous gagnez plus de 40 000 euros, entre 40 000 et 160 000, on va prendre en compte qu'un tiers de votre salaire pour cette tranche dans l'indemnisation de votre taux d'IPP derrière. Et je vous ai mis sur le salaire supérieur à 160 000 euros. On n'a pas beaucoup de victimes qui sont au-dessus, mais en tout cas, je l'ai quand même mis. On n'a absolument pas de prise en compte du salaire qui serait supérieur à 160 000 euros. Voilà, on plafonne à 160 000 sur l'indemnisation. Alors, je vous précise que le taux d'incapacité permanente partielle, je vous l'ai assez dit, n'est pas le taux utile, puisque la rente AT-MP, elle est basée sur deux variables. Donc, le taux d'incapacité permanente partielle, qui est, lui, fixé par le médecin conseil de la CPM, et puis deux, le salaire de la victime dont on vient de parler, qui est calculé sur les 12 derniers mois avec les seuils que je viens de vous présenter. Toutefois, le calcul de la rente viagère est obtenu après la détermination d'un taux utile. Donc le taux utile, pour les taux d'IPP qui sont inférieurs ou égaux à 50, il est divisé par 2. Et pour les victimes dont le taux d'IPP est supérieur à 50, là, il va falloir distinguer deux tranches. Donc, il est divisé par 2 pour la part inférieure à 50 et il est multiplié par 1,5 pour la part supérieure à 50%. Ils n'ont pas trouvé plus compliqué. Voilà, en tout cas, c'est l'indemnisation, c'est vraiment le taux utile et c'est ce taux-là qui va permettre de calculer l'indemnisation des victimes. Alors, je vous ai mis des exemples, je trouvais ça plus parlant. Voilà, donc pour une victime A avec un taux d'incapacité permanente partielle de 50% et un salaire annuel de 30 000, donc le taux utile, finalement, on ne se retrouve plus qu'à 25. Donc 25% de 30 000, on est à 7 500 euros pour le montant de la rente viagère annuelle de la victime A.
Sur la victime B, donc là je vous ai pris l'exemple un peu plus compliqué si on veut, 70% de taux d'IPP, un salaire annuel de 50 000. Donc vous voyez les 50 000, on est au-dessus du seuil de 40 000 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je vais prendre qu'un tiers sur la fourchette des 10 000 entre la base qui était retenue, ça me fait que du 3 300 à peu près. Donc si je calcule mon taux utile finalement, donc je divise par 2 mes 50, ensuite sur mes 20% restants, je multiplie par 1,5. Donc sur mon taux d'IPP de 70, finalement je me retrouve qu'avec un taux de 55%. Et donc ce 55%, je le multiplie à mes 43 430 qui seront retenus. C'est le seul salaire retenu. Donc vous voyez, je gagne 50 000, je peux gagner 50 000, mais finalement, le salaire retenu sera que de 43 430 pour calculer mon indemnisation. Donc ma rente annuelle viagère sera de 23 887,01 au titre de mon indemnisation. C'est vrai qu'on pourrait croire que les gros taux d'IPP sont favorables, mais en fait, ils le sont encore moins. Alors, quid de l'évaluation du coefficient professionnel? C'est vrai que l'article L434-2 nous dit que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Moi, je trouve ça super, mais on ne nous donne aucun outil dans le barème AT-MP, que ce soit côté accident du travail ou maladie professionnelle, pour évaluer la qualification professionnelle, enfin, comment on la détermine. On ne sait pas, au grand bonheur la chance pour ceux qui arrivent. Donc voici un petit peu comment ça se passe dans la pratique. Donc la première solution, c'est d'aller faire des recherches de jurisprudence. Notamment, on essaie d'aller grappiller aussi ce qui peut se passer en droit commun. Et la grande nouveauté, et ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il existe un barème interne qui a été créé par la CPAM, qui n'a pas consulté d'ailleurs grand monde pour le réaliser. Ce barème interne de la CPM, il définit vraiment deux choses. Il est prévu pour la perte de salaire et la perte d'emploi. Alors, s'agissant de la perte de salaire, donc vous avez un tableau pour la perte de salaire et un tableau pour la perte d'emploi. J'insiste, la perte de salaire, il se fait évidemment sur justificatif très précis. Là, c'est vraiment l'hypothèse, lorsque vous avez un salarié qui a un avis d'aptitude avec des restrictions ou alors qui a été reclassé et qui a une perte de salaire, là, vous allez pouvoir justement solliciter un coefficient professionnel devant la sécurité sociale, compte tenu du reclassement et de la perte de salaire qu'il a eu. Sur le cas de la perte d'emploi, c'est un peu plus compliqué. Il nous faut un avis absolument d'inaptitude du médecin du travail et une notification de licenciement d'origine professionnelle pour que vous ayez un coefficient professionnel sur la base de la perte d'emploi. Le tableau de la CPM, pour retenir le coefficient professionnel, il dépend de deux facteurs, le taux d'IPP de la victime et l'âge de la victime. Sauf que, je vais vous montrer des exemples après, mais si on décompose le coefficient professionnel retenu sur la base du taux d'IPP et l'âge de la victime, vous verrez qu'une victime plus âgée, elle va être mieux indemnisée qu'une jeune victime, alors qu'elle va subir son préjudice moins longtemps. Et la deuxième remarque que je ferai par rapport à ce barème interne de la CPAM, c'est que vous avez aussi le cas du coefficient professionnel qui ne peut être supérieur à la moitié du taux d'IPP qui sera retenu par le médecin conseil de la CPAM. Donc pour les victimes qui ont des petits taux, ça résulte d'aucun texte, hein, j'insiste, c'est vraiment, c'est vraiment de la pratique, c'est ce que décide la CPAM en essayant de faire suivre les juridictions, ça ne sort de absolument nulle part. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment les deux remarques que je voulais faire là-dessus et sur lesquelles je voulais insister. C'est vraiment les cas sur lesquels on se bat quotidiennement. Donc pour vous montrer un exemple, encore une fois plus parlant, pour une victime âgée de 28 ans avec un taux d'IPP de 50%, donc je vous ai mis exprès sur les deux exemples, vous le verrez, des taux d'IPP similaires. Vous verrez que pour la jeune victime de 28 ans, elle a le droit à un coefficient professionnel de 8% en complément de son taux médical de 50%. Donc en fait, si vous voulez, on va parler de taux d'IPP de 58%, dont 8% au titre de coefficient professionnel. Voilà. On ne parle pas vraiment du taux médical, comme je vous l'ai dit, mais je pensais vraiment qu'en le présentant comme ça, mon discours allait être beaucoup plus clair. Et donc pour l'exemple numéro 2, vous voyez, ma victime, elle est beaucoup plus âgée, parce qu'il y a des tranches, évidemment, ça serait trop facile si on avait des âges, entre 30 et 40 ans. Donc si on prend 40, avec le même taux d'IPP de 50, on va avoir un coefficient professionnel de 10%, alors même qu'elle est plus âgée que, évidemment, que la jeune victime qui aurait le même taux d'IPP. Donc ça n'a absolument aucun sens. Pareil, je vous ai pris un autre exemple sur le coefficient professionnel. Alors là, sur des mêmes coefficients professionnels, alors que les victimes n'ont absolument pas le même âge et absolument pas le même taux. Donc on n'a absolument aucune justification. Mais voilà, la CPM a décidé d'attribuer un coefficient professionnel de 5% pour toutes les victimes âgées entre 41 à 47 ans, avec un taux d'IPP de 15 comme de 10.
On n'a pas de fondement, je n'ai absolument aucune explication, je fais juste le constat aujourd'hui avec vous. Et enfin, je vous ai pris l'exemple sur le coefficient professionnel dont je vous parlais tout à l'heure avec l'impossibilité pour la CPM uniquement de retenir un taux médical, un coefficient professionnel ou taux professionnel qui serait supérieur à la moitié du taux d'IPP retenu par le médecin conseil. Donc si on a un taux d'IPP de 6% pour une victime âgée de 25, normalement le coefficient professionnel c'est 5%, mais là on va retenir que 3 vu qu'elle a 6. Donc voilà. Donc si vous remettez le taux d'IPP global de la victime, on arrive à 9%, dont 3% au titre de coefficient professionnel. Et donc ça nous donne lieu à un capital. Alors que si on ne retient pas cette règle que la CPM a elle-même attribuée sur retenir que la moitié en coefficient professionnel du taux d'IPP qui aurait été retenu par le médecin conseil pour ce qu'on appelle les petits taux, on serait sur une rente viagère. Donc très clairement, là on est encore une fois sur du forfait au forfait du forfait. Je ne sais même plus comment prononcer ce terme. Je fais un dernier petit point, je le sors un peu de ce que je vous expliquais, mais toujours dans le contentieux AT-MP, on a une indemnisation de la majoration tierce personne. Alors ça vaut l'assistance tierce personne permanente pour ceux qui font du droit commun. Nous on appelle ça la MTP maintenant. Toutefois, c'est encore forfaitisé, puisqu'on a évidemment 2 conditions. Donc, un taux d'incapacité permanente partielle qui doit être égal ou supérieur à 80%. Donc, si jamais vous n'êtes pas trop blessé, en fait, et que vous avez besoin de quelqu'un, vous vous débrouillez. Il n'y a pas d'indemnisation. Et puis, en plus de ça, on a rajouté une condition qui est assez exceptionnelle, c'est que la majoration tierce personne, elle est possible que si le salarié victime il ne peut pas effectuer seul, donc c'est une impossibilité d'effectuer seul au moins 3 actes de la vie courante. Je vous ai mis quelques exemples, je ne les ai pas listés, mais ça pareil, c'est au médecin expert, ou au médecin même conseil après dans les comptes, et après médecin expert en contentieux évidemment, de justement justifier ces 3 actes, donc se lever, se coucher, se déplacer, s'habiller, manger, boire. Enfin, on est vraiment sur les actes, j'ai envie de dire, primaires, et on se rend compte que parfois avec 80%, on peut être très très handicapé et avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne, et puis pas forcément pour ces besoins élémentaires-là, pour garder ses enfants ou pour autre chose, mais on n'aura aucune indemnisation. Et puis alors, ce qui est assez exceptionnel encore dans le forfait du forfait du forfait, c'est que même si j'ai envie de dire, par satisfaction, vous arrivez à obtenir les 2 conditions vous permettant la majoration tierce personne, vous voyez qu'en termes de nombre d'actes, vous avez un forfait. Donc vous avez un montant de prestations qui vous est attribué. Donc entre 3 ou 4 actes, vous avez le droit à 605,41 € qui vient s'ajouter à votre rente d'AT-MP. Je vous laisse faire le calcul du coût de l'heure d'une assistance tierce personne permanente. Comment ? Non, c'est avec la rente. Donc en fait, si vous êtes en trimestriel, là vous êtes forcément en mensuel. Oui, c'est par mois. 80%, oui, vous êtes par mois, oui, c'est mensuel. Donc je vous laisse faire le calcul par rapport à l'heure d'une assistante tierce personne en droit commun. On est quand même sur des indemnisations qui restent plus que, j'ai même plus envie d'utiliser ce terme, plus que du forfait, je ne sais pas quel terme plus fort on pourrait utiliser. Je vous ai fait enfin un tableau récapitulatif pour comparer un petit peu l'indemnisation droit commun, pour ceux qui font essentiellement le droit commun, et l'indemnisation en AT-MP. Alors très clairement pour les dépenses de santé vous voyez qu'il n'existe absolument rien, les frais divers dont la TPT absolument rien, perte de gain, alors si il y a les indemnités journalières mais vous voyez pareil elles sont forfaitisées puisque vous n'avez absolument pas votre salaire complet, ça serait beaucoup trop beau, donc 1er au 28 jours vous avez 60% du salaire de référence journalier, 29e jour et pour les suivants c'est 80% du salaire journalier de référence. Alors avec un peu de chance il y a des salariés qui vont avoir une complémentaire qui va venir justement compenser cette perte de gain, très clairement. Les dépenses de santé future pour les préjudices patrimoniaux permanents, vous n'y pensez pas. Les frais de logement adaptés non plus, les frais de véhicule non plus. Pour l'assistance par tierce personne, on vient d'en parler. Donc pour les taux d'IPP inférieurs à 80%, vous n'y comptez pas. Pour les taux d'IPP égal ou supérieurs à 80%, pareil, indemnisation, mais sous condition, ne pas pouvoir réaliser, impossibilité de réaliser 3 actes de la vie quotidienne. Perte de gains professionnels futurs, on a vu le capital ou la rente viagère. L'incidence professionnelle, il faut y penser, c'est l'application du coefficient professionnel. Et là-dessus, je vous invite vraiment à y penser parce que c'est absolument pas automatique. Si vous la sollicitez pas, elle n'est absolument pas attribuée par la CPM, elle vous fait pas de cadeau, bien évidemment. Donc vous vous arrêtez juste au capital ou à la rente viagère si vous levez pas la main en disant que vous avez malheureusement une perte de salaire ou une perte d'emploi.
Et puis pour le reste des préjudices, hein, vos souffrances endurées, vous oubliez. Les préjudices esthétiques, vous oubliez également, quand bien même vous avez une épaule qui est moins haute que l'autre, ou que vous avez des cicatrices dues à une chirurgie. Voilà, je vous laisse apprécier les néants. J'insiste, on est vraiment sur ce qu'on appelle l'ex-contentieux technique de la sécurité sociale. Donc voilà, pour faire un petit tableau récapitulatif. Donc quelle solution pour avoir un peu plus d'indemnisation? Envisager la procédure pour faute inexcusable, encore une fois si les conditions sont réunies, et là-dessus je laisserai M. Patrice Jourdain développer, et encore une fois indemnisation des préjudices complémentaires, mais encore une fois forfaitaire, puisqu'on est sur le livre 4, la QPC 2010 et les arrêts du 20 janvier 2023. Très important aussi, rechercher l'indemnisation complémentaire des victimes devant les juridictions de droit commun lorsque l'hypothèse se présente. On parlait de la loi de 85 ce matin. Voilà, il faut aussi voir plus loin que l'indemnisation devant le pôle social. Bon, avec un petit peu d'espoir, une réforme du Code de la sécurité sociale. Et puis, pourquoi pas la mise en place d'un système assurantiel obligatoire. Je vous remercie. Bon, merci d'abord aux organisatrices d'avoir eu l'idée de ce colloque. Très riche. Moi, j'ai beaucoup appris à titre personnel déjà, mais ce n'est pas fini. Jusque-là, on vous a parlé essentiellement d'indemnisation forfaitaire et donc partielle des préjudices subis par une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle. On a vu d'ailleurs à cette occasion que de très nombreux préjudices n'étaient pas indemnisés, en particulier les préjudices extra-patrimoniaux ne sont pas indemnisés dans le cadre du régime de base. Bon. Mais cette indemnisation forfaitaire n'est pas une fatalité pour le salarié. Et même, il y a des situations où il peut obtenir une indemnisation intégrale de ses préjudices. Alors, je ne vais faire que les évoquer ici parce que ce n'est pas le sujet de mon intervention. C'est d'abord le cas où le salarié dispose d'une action contre un tiers co-auteur de l'accident du travail. Bon, là, on sait qu'il peut invoquer le droit commun de la responsabilité et donc obtenir une indemnisation intégrale de son dommage. C'est le cas aussi d'ailleurs de l'accident de trajet. Et on a dit ce matin que lorsque l'accident du travail ou l'accident de trajet correspondait à un accident de la circulation qui se produit sur une voie ouverte à la circulation publique, qui implique un véhicule terrestre à moteur, sous certaines conditions, il peut obtenir là aussi un complément d'indemnisation qui lui permettra au total d'obtenir une indemnisation intégrale de son dommage. C'est le cas aussi en présence d'une faute intentionnelle de l'employeur ou d'un préposé. Eh bien, dans ce cas-là, le salarié peut obtenir une indemnisation qui sera intégrale. Et puis, pour être complet, il faudrait ajouter le cas des victimes par ricochet, qui n'ont pas la qualité d'ayant droit, c'est important de le souligner, qui n'ont pas la qualité d'ayant droit au sens du Code de la sécurité sociale et qui pourront obtenir également une indemnisation sur le fondement du droit commun et donc une indemnisation intégrale. Alors, en dehors de ces quelques situations qui sont pas les plus nombreuses, comme vous l'aurez compris certainement, eh bien, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut tout de même obtenir un complément d'indemnisation désormais assez substantiel, à la condition de prouver une faute inexcusable de l'employeur ou d'un substitué dans la direction de l'entreprise. Alors, je vais parler essentiellement de cela, hein. Je ne reviendrai pas donc sur les hypothèses, quelques hypothèses signalées de réparation intégrale, et sans faire preuve de la moindre originalité, je reviendrai sur la notion de faute inexcusable de l'employeur pour envisager dans un second temps les conséquences sur l'indemnisation des salariés victimes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Et donc d'abord la notion de faute inexcusable, il n'est pas inutile d'y revenir puisqu'il y a eu une évolution jurisprudentielle significative, alors qui n'est pas extrêmement récente, mais qui n'est pas non plus très ancienne, au cours de ces dernières décennies. Rappelons que cette notion de faute inexcusable de l'employeur n'a pas été définie par la loi du 9 avril 1898. Sa première définition jurisprudentielle officielle, en quelque sorte, résulte d'un arrêt des Chambres réunies de la Cour de cassation du 23 février 1941. Vous voyez que c'est assez ancien et c'est donc une définition finalement assez tardive de la faute inexcusable, puisqu'il aura fallu attendre près d'un demi-siècle. Et parmi les éléments constitutifs, on relevait en particulier l'exceptionnelle gravité
de la faute, la conscience du danger que l'auteur de cette faute devait avoir. Et en plus, la jurisprudence exigeait que la faute de l'employeur ait été déterminante, ce qui excluait la prise en compte d'autres fautes qui auraient concouru au dommage en dehors de la faute de l'employeur ou d'un substitué. Alors, la jurisprudence a fait évoluer cette définition par une série d'arrêts du 28 février 2002. Ces arrêts concernaient des maladies professionnelles et puis ils ont été suivis par un autre arrêt du 11 avril 2002 qui concernait cette fois un accident du travail. Et à cette occasion, la Cour de cassation a complètement redéfini la faute inexcusable de l'employeur en l'élargissant sensiblement. Alors, je vous cite peut-être pas la définition entière, mais en tout cas les passages importants de cette définition. En vertu du contrat de travail, le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Premier point. Deuxième point, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Voilà donc la nouvelle définition qui nous régit encore aujourd'hui de la faute inexcusable de l'employeur. Alors, la conscience du danger, élément central de la faute inexcusable, avant ces arrêts récents, comme depuis ces arrêts récents, la conscience du danger, comme vous l'avez remarqué, est toujours appréciée in abstracto. Ce n'est pas seulement la conscience que l'employeur a eue du danger, c'est la conscience qu'il aurait dû avoir du danger, ce qui est évidemment une nuance importante. Donc on retrouve cet élément central dans la définition nouvelle de la faute inexcusable, mais cette définition nouvelle innove sur plusieurs points. Alors, en premier lieu, les arrêts s'appuient sur le manquement à une obligation de sécurité de l'employeur, occasion d'ailleurs pour la Cour de cassation de souligner qu'il s'agit d'une obligation de résultat. Le lien entre cette obligation de résultat et le caractère inexcusable de la faute de l'employeur peut surprendre car la qualification de la faute dépend moins de la rigueur de l'obligation transgressée, l'obligation de sécurité en l'occurrence, que de la gravité du comportement de son auteur. C'est la gravité de ce comportement qui qualifie la faute et non pas la nature de l'obligation transgressée. Donc on ne voit pas très bien finalement quel est ce lien entre le caractère d'obligation de résultat de l'obligation de sécurité et la gravité inexcusable, en l'occurrence, de la faute de l'employeur. En second lieu, les arrêts conditionnent la faute inexcusable. Les arrêts conditionnent la faute inexcusable à l'absence de mesures de protection qui auraient été nécessaires pour éviter évidemment le risque qui s'est réalisé. Et l'on peut en effet admettre que la présence de ces mesures de prévention, finalement, de protection, de prévention, aurait pour effet nécessaire de disqualifier la faute. On ne peut plus considérer qu'elle est inexcusable, même si on peut considérer que l'employeur reste fautif, s'il a pris des mesures nécessaires pour éviter le risque qui s'est réalisé. Enfin, on observe la disparition, et c'est ça l'essentiel probablement, dans la nouvelle définition de la faute inexcusable, on observe la disparition de l'élément de gravité exceptionnelle de la faute que retenait la jurisprudence antérieure. Éviction qui est révélatrice de la volonté de la Cour de cassation d'élargir sensiblement la faute inexcusable, et ceci évidemment en faveur des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Et on va voir dans un instant que les juges ont effectivement considérablement élargi dans les applications pratiques, dans les solutions qu'ils ont retenues. Ils ont considérablement élargi les possibilités de reconnaître une faute inexcusable par rapport à la situation antérieure. On ajoutera que dans le prolongement de cette redéfinition de la faute inexcusable, la Cour de cassation a supprimé la condition relative à son caractère déterminant. Il suffit désormais que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire du dommage, ce qui a pour effet de la rendre compatible avec d'autres fautes,
une faute du salarié victime, une faute d'un autre salarié ou une faute d'un tiers extérieur à l'entreprise. Ça n'était pas le cas auparavant. Alors la conséquence de cette redéfinition de la faute inexcusable de l'employeur et de la disparition du caractère déterminant de cette faute a été, je le disais à l'instant, un accroissement sensible de son admission par les juges. Elle peut ainsi être retenue, même si les juges du fond avaient estimé que la gravité de la faute n'était pas exceptionnelle. Et ils le disent parfois, mais bien cela ne suffit pas. Toute faute peut être considérée comme inexcusable, même si elle n'est pas d'une gravité exceptionnelle. Elle peut aussi être retenue, même si les juges du fond avaient estimé que, même si l'auteur du dommage a fait l'objet d'une relaxe pénale pour délit non intentionnel, l'absence de faute pénale d'imprudence ne faisant plus obstacle à la reconnaissance d'une faute civile, même inexcusable, depuis l'entrée en vigueur du nouvel article 4-1 du Code de procédure pénale. Alors, quelques illustrations jurisprudentielles, parmi bien d'autres, révèlent l'extension prise par cette notion de faute inexcusable de l'employeur. Ainsi, par exemple, la faute inexcusable peut résulter de la dégradation des conditions de travail du salarié dont l'employeur aurait dû avoir conscience et qui, dans certaines espèces, a entraîné le suicide du salarié. Également, il y a faute inexcusable si l'employeur a méconnu le risque d'agression d'un conducteur de bus. Tout le monde sait que les conducteurs de bus peuvent se faire agresser. Eh bien, l'employeur devait avoir conscience de cela. Ou encore en l'absence de prise en compte des restrictions médicales relatives au port de charges lourdes par les salariés. Évidemment, cela entraîne certaines conséquences sur le plan médical. L'employeur doit en avoir conscience. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on pourra lui reprocher une faute inexcusable. Parfois, les juges font preuve d'une particulière gravité en déduisant la faute inexcusable d'un simple défaut de renseignement de l'employeur sur les conditions de travail du salarié, ou même de simple négligence, comme en cas d'inefficacité des mesures de protection mises en œuvre. Le simple fait qu'elles soient inefficaces suffira à constater la faute inexcusable, ou encore en cas d'absence d'équipement de ceinture de sécurité des véhicules conduits par le salarié. Cette conception élargie de la faute inexcusable de l'employeur tranche avec celle retenue pour la faute inexcusable de la victime, car la victime, le salarié victime, peut lui aussi commettre une faute inexcusable. Alors, elle était définie par la jurisprudence comme, je cite, la faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité, là on retrouve le critère de l'exceptionnelle gravité pour le salarié, d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Alors, on retrouve l'élément de conscience du danger, qui est vraiment caractéristique de la faute inexcusable, mais on retrouve ici l'exigence d'une exceptionnelle gravité s'agissant de la faute inexcusable du salarié, ce qui n'est plus le cas, on l'a dit, pour la faute inexcusable de l'employeur. Et on remarque au passage que cette définition de la faute inexcusable du salarié est très largement inspirée, presque mot pour mot en réalité, de la définition de la faute inexcusable du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, pardon, d'un non-conducteur, excusez-moi, d'un véhicule terrestre à moteur. En dépit de son extension jurisprudentielle, la faute inexcusable doit bien entendu être prouvée par le salarié conformément aux règles classiques du droit de la preuve. Mais cette exigence de preuve du salarié est écartée dans deux cas où sont admises des présomptions de faute inexcusable. Alors c'est le cas d'abord pour certains salariés dont la situation est la plus précaire. Il s'agit des titulaires d'un CDD, des stagiaires ou encore des travailleurs temporaires et qui sont affectés à un poste à risque. Eh bien, la faute inexcusable pour ces salariés-là, elle est présumée à charge pour l'employeur de renverser la présomption en prouvant qu'il a soumis les salariés à une formation renforcée à la sécurité. Ce n'est donc qu'une présomption simple de faute inexcusable en l'occurrence. Ensuite,
lorsque le risque d'accident qui s'est réalisé avait été signalé à l'employeur et qu'il n'a rien fait évidemment pour l'éviter, eh bien là on considérera que la faute inexcusable est présumée, mais cette fois la présomption est irréfragable. Lorsque cette faute inexcusable de l'employeur ou d'un substitué dans la direction de l'entreprise est invoquée avec succès, il en résulte évidemment un certain nombre de conséquences quant à l'indemnisation de la victime, et c'est ce que l'on va voir maintenant dans un second temps. Alors la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ou d'un substitué autorise donc la victime à solliciter un complément d'indemnisation par rapport au forfait légal. Elle pourra obtenir une majoration du capital ou de la rente qui lui est versée, puis l'indemnisation de préjudices complémentaires. Certains de ces préjudices sont et étaient dès l'origine prévus par la loi, d'autres ont été récemment ajoutés par la jurisprudence. Au total, donc, le salarié peut prétendre à 3 types de réparations supplémentaires. Précisons que toutes ces indemnités sont versées par la caisse. Cela a été dit ce matin, je le rappelle, versées par la caisse qui en fait en quelque sorte l'avance au salarié. À charge évidemment pour la caisse de se retourner dans un second temps vers l'employeur dans le cadre d'une action récursoire qui a la nature d'une action subrogatoire. Alors c'est évidemment un avantage considérable pour le salarié parce qu'il n'aura pas à souffrir de l'éventuelle insolvabilité de l'employeur, la caisse faisant office en quelque sorte d'assureur du salarié pour le versement de ces indemnités. Alors envisageons successivement quelles sont ces différentes indemnisations complémentaires. Je l'ai dit, elles sont au nombre de 3. Alors je vais passer rapidement sur la majoration de la rente ou du capital. La loi prévoit que si un capital est alloué, on a vu il y a quelques instants dans quel cas un capital était alloué, eh bien la majoration est limitée à son montant, ce qui signifie que la victime pourra obtenir au maximum le double du capital initialement prévu, ce qui ne fera pas de toute façon une somme très importante, on l'a vu il y a quelques instants. Lorsqu'une rente est versée, elle est majorée avec la fixation de plafonds légaux, un double plafond légal va s'appliquer. Mais aujourd'hui, et c'est relativement récent, la jurisprudence décide que la victime a droit au maximum de la rente, quelle que soit la gravité de la faute de l'employeur, ce qui n'était pas le cas avant. Seule la faute inexcusable de la victime pourra avoir pour effet de réduire le montant de la majoration de rente. Ajoutons qu'en cas d'accident du travail suivi de mort, les ayants droit bénéficient également d'une majoration de rente dont le montant est également plafonné. En dehors de ces majorations de capital ou de rente, eh bien, la victime a droit à l'indemnisation de préjudices complémentaires. Alors ces préjudices sont prévus par l'article, fameux article, on peut dire même L452-3 du Code de la sécurité sociale. Il s'agit de préjudices patrimoniaux et de préjudices extra-patrimoniaux. Au titre des préjudices patrimoniaux, la loi vise la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle, c'est-à-dire en gros la perte de chance professionnelle prévue par la nomenclature d'Intillac au titre de l'incidence professionnelle. La loi ajoute que lorsque la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, eh bien, il lui est alloué en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. Voilà pour les préjudices patrimoniaux. Pour les préjudices extra-patrimoniaux, alors l'article L152-3 du Code de la sécurité sociale énumère les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, et cela c'est pour les victimes directes, et le préjudice moral des ayants droit. Pendant longtemps, et jusqu'à une époque très récente, je vais y venir bien sûr, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ne pouvaient solliciter la réparation d'aucun autre préjudice que ceux limitativement énumérés par le Code de la sécurité sociale, article donc L452-3.
Mais une décision du Conseil constitutionnel a remis en cause cette restriction en autorisant la réparation de nouveaux préjudices non visés par la loi. Répondant à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, tout en validant dans sa globalité le mécanisme légal d'indemnisation des accidents du travail, a émis une réserve d'interprétation concernant l'indemnisation due en cas d'une faute inexcusable de l'employeur. Ainsi, dans une décision du 18 juin 2010, il a estimé que, dans ce cas, de faute inexcusable donc, les victimes devaient pouvoir demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452.3 du Code de la sécurité sociale, mais aussi, je cite, de l'ensemble des dommages non couverts par le livre 4 de ce Code. Alors, cette décision a condamné clairement le caractère prétendument limitatif de l'article L. 452.3 du Code de la sécurité sociale. Il s'agit évidemment d'une avancée considérable pour les victimes, puisqu'elles peuvent obtenir la réparation de nouveaux préjudices par rapport au droit antérieur, ce qui ne conduit pas malgré tout, on va le voir, à une réparation intégrale. On s'en rapproche, certes, considérablement, mais cela ne conduit pas tout à fait à la réparation intégrale. Selon la Cour de cassation, en effet, les préjudices visés sont ceux pour lesquels le livre 4 du Code de la sécurité sociale ne prévoit aucune indemnité. Dès lors, si une prestation sociale est versée et contribue à la réparation partielle, au moins, d'un préjudice, eh bien, ce préjudice est censé couvert par le livre 4 du Code de la sécurité sociale. Et la victime ne peut solliciter aucun complément d'indemnisation à ce titre. Il en résulte que certains postes de préjudice demeureront, partiellement au moins, non réparés. Si l'on tente de dresser un tableau des préjudices désormais réparables depuis cette décision, alors qu'ils ne l'étaient pas autrefois, on peut citer, alors là je vais reprendre les postes de la nomenclature d'Intillac, c'est le plus simple, on peut citer au titre des préjudices temporaires les frais d'aménagement de logement ou d'adaptation du véhicule, les frais d'assistance d'un médecin à l'expertise, les frais d'assistance d'une tierce personne temporaire, au titre des préjudices permanents, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, le déficit fonctionnel temporaire, y compris d'ailleurs le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément temporaire que le DFT inclut, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement et le préjudice permanent exceptionnel à condition d'être caractérisé distinctement du déficit fonctionnel permanent. Tous ces préjudices-là sont donc désormais indemnisables et on voit donc l'intérêt pour la victime de la décision du Conseil constitutionnel. Jusqu'à récemment, la victime ne pouvait toutefois obtenir une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, au motif que sa réparation est assurée, au moins pour partie, par la rente AT-MP. Mais la Cour de cassation est revenue sur cette solution par 2 arrêts d'assemblée plénière du 23 janvier 2023. Elle énonce très clairement, en termes de principe un peu plus clair, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice n'étant plus couvert par le livre 4 du Code de la sécurité sociale, il pourra être désormais réparé en vertu de l'interprétation de la loi imposée par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010. Il est en tout cas acquis que les souffrances endurées dont l'indemnisation était en débat dans les affaires soumises à l'assemblée plénière de la Cour de cassation, ces souffrances endurées pourront désormais être réparées non seulement pour la période qui précède la date de la consolidation, mais aussi, et c'est ça évidemment la nouveauté, pour la période post-consolidation, puisque les souffrances endurées font partie intégrante
du déficit fonctionnel permanent au titre de la douleur permanente ressentie par la victime. Solution évidemment pleinement justifiée, car nul n'a jamais prétendu que la rente réparait les souffrances permanentes de la victime. Les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation ont donc permis aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles d'obtenir la réparation de nouveaux et d'assez nombreux nouveaux postes de préjudices patrimoniaux et surtout extra-patrimoniaux. Mais force est de constater que ces victimes ne peuvent toutefois pas prétendre encore aujourd'hui à une réparation intégrale de tous leurs préjudices. Ainsi, ne sont toujours pas réparables parce qu'ils sont pris en charge au moins partiellement par les prestations de la sécurité sociale, les frais médicaux, paramédicaux ou frais de transport, l'assistance permanente par tierce personne, les pertes de gains professionnels actuels, de même que les pertes de gains professionnels futurs, y compris les conséquences financières de la perte d'emploi consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, l'incidence professionnelle, notamment la perte de droit à la retraite qui y est incluse. Toutefois, la victime pourra obtenir la réparation de la perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle, bien qu'elle soit un élément de l'incidence professionnelle, parce qu'elle est expressément prévue par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'il vient être implicitement jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2024, arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. On voit donc qu'on est encore loin finalement de la réparation intégrale, même si on s'en est considérablement rapproché, et cela en défi des efforts conjugués à la fois du Conseil constitutionnel et tout récemment de la Cour de cassation. Alors je ne peux que me joindre aux vœux d'une doctrine que je crois à peu près unanime pour souhaiter évidemment une réforme d'ensemble de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Cette réforme est réclamée depuis longtemps, avec beaucoup d'insistance. Bon, on l'attend toujours. Elle devrait, à mon sens, au moins permettre aux victimes de fautes inexcusables de l'employeur d'obtenir une réparation intégrale de tous leurs préjudices. On n'est pas très loin, mais on n'y est pas encore. Mais je crains, malheureusement, que ce ne soit là un vœu pieux. Je vous remercie.